Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver ce dimanche 12 décembre 2021. C'est un plaisir de faire une émission le 12-12. De toute façon, aujourd'hui, je suis très heureux. Je me suis bien réveillé, tout va très bien, tout va vraiment bien de chez bien. Voilà. Bon, devenons un peu sérieux quand même. Attention. Alors, je vous salue, je vous dis simplement que les bénédictions soient. Je voudrais rentrer, avant donc de commencer la capsule d'aujourd'hui, qui va parler de voici pourquoi vous importez les malheurs des autres dans votre vie. Et je vous demanderai de bien suivre ce que je vais partager avec vous. Avant donc de faire connaître cette capsule, je voudrais d'abord vous remercier. Je voudrais remercier les divinités qui vous ont inspiré à participer à Rafusa 2021. Je voudrais vous remercier d'avoir accepté de partager ce moment très spécial, profond, ce moment extraordinaire avec nous. Nous avons été honorés hier de votre présence nombreuse. Nous avons même été très surpris, mais comme vous l'avez constaté, tout s'est bien passé. Je remercie donc les forces spirituelles, les puissances invisibles qui ont rendu notre rencontre possible pour cette édition du Rafusa Togo qui a été une réussite parfaite. Je tiens donc à remercier toutes les forces spirituelles, toutes les forces physiques, les êtres invisibles et les êtres visibles qui nous ont permis de réaliser ce cocktail délicieux. En tout cas, pour ma part, je crois que le travail a été exécuté avec perfection et que les choses ont été faites dans le respect de la déontologie initiatique et du process spirituel dans la symbolique des choses et que chacun d'entre vous a fait de son côté le travail qui était le sien pour la transmutation, la transformation de sa vie en lumière et bénédiction. En tout cas, paix à vous, paix à tout le monde. Je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui nous ont fait des donations, toutes les personnes qui déjà depuis ce matin ont commencé à nous remercier pour ce qui a été hier, Rafusa 2021 sur le Togo. Maintenant, objectif, le Bénin, ce sera le samedi prochain pour réaliser toujours Rafusa avec cette délicatesse spirituelle que nous avons de faire les choses de façon spirituelle et symbolique. Je sais d'ores et déjà que tout ce que vous avez demandé dans la lumière et dans la vie universelle, toutes les choses sont ici et maintenant accomplies. Recevez toutes mes bénédictions, recevez ma sympathie, ma compassion, ma miséricorde, recevez mon amour. Je vous aime tout simplement. Alors, nous allons continuer et continuer naturellement, c'est faire cette capsule et préciser encore des choses sur Rafusa qui va avoir lieu au Bénin, afin que ceux qui voudraient y participer ou ceux qui sont déjà prêts pour participer à ce Rafusa au Bénin ou venus d'ailleurs, eh bien, que les gens soient correctement informés. Alors, voici donc pourquoi vous importez les malheurs des autres dans votre vie sans en avoir peut-être conscience. C'est important de le dire. Et je souhaiterais que cette capsule fasse partie intégrante de votre vie. Vous remarquez derrière que j'ai mis des statuettes. On va parler, enfin pas des statuettes, des masques. Un jour, on parlera donc du secret ou de la symbolique des masques. Et vous serez émerveillés de voir ce que les ancêtres africains avaient déjà connu en termes de spiritualité véritable. La spiritualité véritable, qu'est-ce que c'est concrètement? Je vais utiliser un seul mot pour ne pas faire un laïus inutile.
Je vais dire tout simplement que la spiritualité véritable, authentique, originale, la spiritualité ancestrale, son fondement, sa fondation, son socle, c'est tout simplement l'animisme. Il est vrai, hein, il faut dire que ce mot sonne très mal dans les esprits occidentalisés, ces esprits qui ont complètement déféqué de la merde en absorbant une culture qui est différente de la leur, une culture qui n'est pas reposée sur leur propre authenticité culturelle et culturelle, donc utilisant les codes qui leur sont propres pour comprendre la culture des autres. Ces esprits qui sont des esprits tout simplement décalés, dératés, comme le disait mon père, ces esprits ne peuvent pas comprendre la véritable nature de l'animisme. Le vaudouisme, c'est une religion animiste, d'accord? Parce qu'aucune religion ne peut exister, et je le répète, aucune religion, importée ou non, ne peut exister. Et je le répète encore une dernière fois, parce que trianguler les choses, c'est important. Aucune religion importée ou du terroir, si on peut ainsi en parler, ne peut exister sans l'animisme. L'animisme n'est pas une religion. C'est l'art de vivre la nature dans son originalité et dans son authenticité. Il est important de comprendre ça. Parce qu'aujourd'hui, donc, on prononce le mot animisme, ces esprits dératés, ces esprits qui défèquent tout simplement des choses qui n'ont aucun sens avec leur identité primordiale, eh bien, comprennent à tort ce qu'est l'animisme. On voit tout de suite le diabolisme, on voit tout de suite des choses malfaisantes. Et pourtant, c'est l'animisme qui a donné naissance à toutes les religions du monde, sans aucune exception. Et je le répète, qu'elles soient importées ou non. Car en elle-même, cette forme de pratique spirituelle ou cette pratique fondamentale qu'est l'animisme n'est pas du tout une religion, même si souvent on dit la religion animiste, mais il n'y a pas de religion animiste en tant que telle. Tout simplement parce que les gens voient quand on dit christianisme, quand on dit shintoïsme, quand on dit bouddhisme, vous voyez, isme, on se dit, bon, cela a trait à une religion. Mais il faut savoir que lorsqu'on parle de l'animisme, même si on dit animisme, ce qui n'est pas notre langue, on parle tout simplement de l'art de vivre la nature dans son originalité, dans son authenticité. Et quand je parle de la nature, je ne parle pas des feuilles, je ne parle pas des animaux, je ne parle pas de ce que vous pouvez toucher. C'est parce que vous ne connaissez pas vraiment la nature. Sincèrement, je vais vous le dire, vous ne connaissez pas la nature. Moi, je ne fais pas de la métaphysique occidentale, bien que je la connaisse. J'ai fait de la métaphysique ancestrale. Vous savez, vous ne connaissez pas la nature. Honnêtement parlant, ce que vous touchez là, que vous avez en main, cette chose sur laquelle vous marchez, les choses qui effleurent vos cinq sens, ça, ce n'est pas la nature. Même, c'est vrai, on pourrait appeler ça la nature. C'est une façon de parler. Mais en fait, ce n'est pas la nature. C'est ce qu'on appelle les agrégats de la nature. Et donc, on peut dire que la nature a produit des agrégats qu'on peut également appeler nature, mais en fait, ce n'est pas vraiment ça, la nature. On ne va pas rentrer dans l'étymologie de natura ou de nut ou de nous. Vous voyez, je suis encore allé loin parce que quand on va dans la langue fond, par exemple, on dit nous. Nous, là, pas le nous français, hein, oubliez ça, nous. Il y a plusieurs choses que je vais vous expliquer un peu. Pour ceux qui parlent la langue fond, bien sûr, hein, d'autres pourraient retrouver ça dans leur propre tradition. En fond, par exemple, on dit nouti, nouti. On dit également ti, 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 nouti, nous. Vous voyez? Alors, quand on dit nous, en fait, on s'adresse à la nature. Mais quand on dit également ti, ceux qui parlent fond vont comprendre parce que c'est intraduisible pour moi pour le moment. Je vais utiliser peut-être une autre tradition pour traduire cela et peut-être pour ceux qui connaissent cette tradition-là, cela va vous aider un peu. Et donc, on dit ti. Ceux qui parlent fond comprennent ce que je veux dire. Ti. C'est différent de ti, ti. Ça a un sens extrêmement profond. Nous, ti. Vous voyez? Nous, ti, ti. Enfin, vous comprenez déjà.
Et en Mina, par exemple, on dit également nous. Vous voyez, on dit nous les, nous. Vous voyez, ce sont des langues qui ont un fondement spirituel parce que ce sont des sons qui sont initiés de la nature, récupérés par la connaissance ancestrale. Cette connaissance étant basée sur la compréhension de l'animisme, c'est-à-dire, je vais expliquer ce que c'est que l'animisme d'une autre manière, ou l'art de vivre la nature dans son authenticité, dans son originalité, c'est ce qu'on appelle la connaissance du nom premier des choses. Et donc, on peut aller dans n'importe quelle langue, on trouvera les mêmes véritables vibrations. Voilà, on parle là de vibrations. Parce que quand on dit nous, ti, les, nous, les, tout ça, vous entendez des mots, mais en fait, ce sont des vibrations qui ont produit quelque chose, qui ont été compréhensibles et intelligibles et qui ont été traduits intelligemment. Mais si je rentre dans cette complexité, beaucoup de personnes risquent de se perdre. Ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que ne restez pas dans la connaissance occidentale de l'animisme. L'animisme, c'est l'art de vivre la nature. Et quand on parle de la nature, quand on parle de natura, enfin, pour utiliser toujours l'autre langue, mais quand on va dans nos langues, telles que j'ai fait quelques précisions, on se rend compte que la nature, ce n'est pas seulement ce qu'on appréhende. Ça, on appelle même ça le corps de la nature. C'est pourquoi je l'appelle les agrégats de la nature. La nature elle-même est à un niveau beaucoup plus profond, beaucoup plus incompréhensible. Et c'est elle qui produit les manifestations de sa propre nature. Et donc, quand je parle de l'animisme dans ce sens, vous devez pouvoir comprendre ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi je reviens à quelque chose de plus simple pour vous. En fond, on dit par exemple Aemenko, c'est-à-dire connaître le nom premier des choses. Le nom premier des choses, c'est la vibration première qui a permis à la chose d'être, ce qui fait son êtreté. Est-ce que vous comprenez? Et donc, quand l'Africain veut relationner avec les choses, il ne veut pas contredire les choses. Il faut bien peser les mots que j'utilise. Il ne veut pas contredire les choses, car les choses ont une diction naturelle. La diction naturelle d'une chose, c'est son expression vibrante. Et son expression vibrante dit quelque chose. Donc, l'Africain dit, je ne veux pas contredire la chose. Je ne veux pas aller dans une maldiction de la chose, car contredire la chose, c'est aller dans une maldiction de la chose. Et donc, aller dans la vibration contraire à la nature principielle de la chose. Et donc, je serai maudit. Et donc, pour l'Africain, la connaissance dans le contexte animiste signifie simplement que je dois aller à la compréhension du principe premier de la chose, ce qui fait la chose nous les, ce qui fait son nous les, ce qui fait son ti. Vous voyez? Donc, je dois comprendre cette chose pour pouvoir mieux relationner avec la chose. Donc, la connaissance pour moi, ce n'est pas un ensemble de suggestions, de supputations, d'opinions sur les choses, c'est la compréhension de la nature intrinsèque des choses telles que les choses sont en elles-mêmes et leur mise en relation avec moi. À partir de ce moment, on voit dans l'animisme un art. Vous voyez? C'est-à-dire, l'animisme, c'est l'art. C'est l'art de vivre la nature. Je dis l'art. Vous voyez ce que c'est que l'art, là? Je vois l'art, là, pour devenir un artiste, pas nos artistes d'aujourd'hui, hein, pour devenir un artiste dans quelque chose, l'art. Vous voyez? Et donc, vous devenez un technicien de la nature. Vous voyez? C'est un art. Maintenant, quand je l'explique, vous comprenez que ça n'a rien à voir avec ce que de certaines banques spirituelles ont élaboré pour déconfigurer complètement votre identité spirituelle, car vous ne pouvez pas réfléchir en dehors de votre authenticité identitaire. Ce n'est pas possible. On ne saute pas par-dessus son ombre. Quand on saute, votre ombre ou son ombre saute avec soi. Et donc, vous ne pouvez pas réfléchir en dehors de votre identité intrinsèque. Si vous cherchez à le faire, eh bien, vous créez du faux. C'est pour ça que vous créez continuellement du faux et vous allez créer continuellement du sous-développement, car le développement provient de votre dimension culturelle. Votre esprit ne reconnaît que les codes qui vous permettent de faire l'expérience de votre propre développement. Si vous ne connaissez pas les codes de votre identité pour pouvoir réfléchir identitairement et donc intrinsèquement dans votre quiddité, vous ne pourrez pas produire.
car le développement n'est pas de l'enveloppement. Le développement, c'est tout simplement un processus de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, c'est dans l'intériorité que se trouve le tout. Et ça, il faut bien comprendre. OK, revenons donc à ce que je suis en train de dire. Donc, l'animisme est l'art de vivre la nature dans son originalité et dans son authenticité. Comprenez la nature dans une perspective du tout, d'accord? Mao, le tout en lui-même, qui n'est pas un être humain, un être en quelque sorte une entité. En Afrique, Mao n'est pas juste une entité, c'est le tout. Bien. Maintenant, je disais tantôt que voici pourquoi vous importez les malheurs des autres chez vous. Et je voudrais vous inviter à suivre vraiment, vraiment bien cette capsule, car elle peut vous sauver la vie. Beaucoup de personnes ne savent pas que généralement, plus de 50% des malheurs qui interviennent dans leur vie ne proviennent pas d'elles-mêmes, mais que ces malheurs proviennent des autres. Je ne dis pas que ce sont les autres qui créent des malheurs dans votre vie, non. Cela provient de la relation que vous avez avec les autres. Que cette relation soit directe, que cette relation soit indirecte, vous avez une relation avec le monde extérieur. Et sans vous en rendre compte, sans avoir la connaissance du nom premier des choses, vous posez des actes contre nature, contre diction, vous voyez, qui finissent par créer des déséquilibres vibratoires dans votre propre diction vibrante. Vous voyez maintenant que les thèmes commencent à être compris par vous. Parce que moi, quand la langue que j'utilise n'explique pas mon truc, je crée ma langue moi. C'est l'essentiel. Et je sais que vous me comprenez. Et donc, il est important de suivre le processus de l'animisme pour vivre. Autrement, vous allez créer des problèmes dans votre vie. Donc, une diction d'une chose, c'est sa nature vibrante qui s'exprime parce que la vibration dit quelque chose. Mais souvent, vous ne cherchez pas quel est le principe premier des choses avec lesquelles vous êtes en relation. C'est ce qui crée le problème dans votre vie. Parce que vous pensez que vous êtes un homme tout-puissant avec cette mauvaise interprétation de la Bible importée qui dit « tu domineras sur les créatures ». Donc, vous pensez, vous avez cru à tort que votre soi-disant domination, c'est de bafouer le principe premier des choses et de pouvoir les manipuler à votre guise. Donc, vous êtes entré dans le contrôle. Et c'est ce qui vous a affaibli parce que le contrôle vous fait perdre de l'énergie. Par contre, la maîtrise vous fait gagner de l'énergie. Car la maîtrise suppose que vous avez la connaissance du principe premier d'une chose et que vous prononcez son principe premier, vous relationnez avec le principe premier de la chose et donc intérieurement, vous créez la maîtrise qui est la paix. Mais dans le contrôle, vous cherchez à exercer votre pouvoir sur les autres. Chaque chose possède son pouvoir. Il faut bien comprendre ça. Chaque chose possède son pouvoir et vous n'avez aucun droit d'exercer un pouvoir sur les choses. C'est une illusion, l'exercice du pouvoir sur les choses. C'est la raison pour laquelle, dans l'Égypte antique, le pouvoir n'était jamais avant la force. Car la force est la prise de conscience que chaque individu a son propre pouvoir et que vous ne devez pas lui imposer le vôtre. Celui qui vit dans la force intérieure n'impose pas le pouvoir. Il est dans la reconnaissance que les choses possèdent leur propre force intérieure. Mais aujourd'hui, vous êtes dans le contrôle. Vous voulez que les autres acceptent votre opinion, que les autres fassent ce que vous voulez et c'est grisant pour vous. Vous aimez ça. Et quand les gens ne le font pas, eh bien, vous vous sentez frustré. C'est une faiblesse. Ça veut dire que vous faites preuve simplement d'idiotisme spirituel. Vous n'êtes pas là pour imposer votre pouvoir aux autres. De toute façon, si vous aviez vraiment trouvé la force, vous verrez qu'il est complètement inutile d'imposer le pouvoir aux gens. Au contraire, ce que vous chercherez tout le temps, c'est de libérer les gens, c'est de rendre les gens libres parce que vous avez découvert votre force intérieure et vous n'avez plus besoin de vous nourrir du pouvoir sur les autres. Vous n'avez plus besoin de vampiriser les autres pour pouvoir survivre. Il y a tellement de personnes qui font dans le vampirisme émotionnel. Et vous avez des artistes pour ça. Hein. Aujourd'hui, tout le monde vit dans le vampirisme émotionnel. Les histoires sur les réseaux sociaux où chacun fait cric, 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 on publie parce que tout le monde veut être vu, tout le monde veut être applaudi. Même si on présente une fausse vie aux gens, on voudrait que les gens disent « oui, tu es magnifique, tu es formidable, tu es… » On aime ça parce que justement,
On manque soi-même d'identité intrinsèque, on manque de force intérieure et on veut vampiriser les autres. On veut se nourrir du pouvoir des autres pour se donner une certaine existence. C'est malheureux, c'est triste, c'est malhonnête. Et le pire, c'est qu'en faisant cela, vous intoxiquez votre propre vibration. Tous ceux qui font ces conneries sur les réseaux sociaux, ben c'est triste parce que vous avez besoin du regard des autres pour pouvoir vous donner une certaine identité. Mais c'est curieux, quoi. Donc, qui êtes-vous finalement? Vous êtes qui? Et ce qui est encore plus ridicule, il y en a qui changent complètement leur visage avec de la mascarade et qui présentent autre chose que ce qu'ils sont. C'est drôle, quoi. C'est-à-dire, des fois, quand je vois ça, ça me fait rire. Les gens vivent dans l'artificiel et l'artificiel les prend en otage. Et finalement, ils deviennent si artificiels qu'ils oublient leur naturel. Waouh, c'est dingue ça. Je ne sais pas comment on peut vivre comme ça, mais j'ai compris qu'il y en a qui ont besoin justement de dépendre émotionnellement des autres, qui ont besoin que les autres leur fournissent de l'énergie, parce que ce sont des personnes qui ne sont pas du tout alignées avec leur propre centre. Ce sont des gens décentrés, ce sont des gens égarés, ce sont des gens perdus dans leur propre maison. Et c'est vraiment triste. C'est de la tristesse incommensurable. Ces gens souffrent en fait. Et ces gens ont besoin de votre approbation pour se donner une certaine existence. Quand vous les voyez, c'est pitoyable. Ce ne sont pas des gens qu'il faut aduler, ce sont des gens dont il faut avoir pitié. Parce que quelque part, ce sont des gens qui vivent en dépendance émotionnelle. Ce sont des gens en souffrance. Et ça, c'est vraiment macabre. Donc, je voudrais juste vous dire que lorsque on trouve la force intérieure en soi, on n'a plus besoin de cette mascarade-là. On est soi, point final. On n'a pas besoin de dépendre des autres émotionnellement pour être. Non, on est, point final. Et on n'a pas non plus besoin de dominer les autres. Et vous voyez comment ça se passe sur les réseaux sociaux. Dès que vous touchez à leur soi-disant personnalité, fausse personnalité, même si personnalité est déjà fausse, eh bien, vous les verrez, il y a des querelles sur les réseaux sociaux. C'est quand même assez drôle, quoi. Les gens sont tellement pathétiques. Des fois, les animaux sont mieux, quoi. C'est curieux, c'est dingue, mais bon, ça se passe, quoi. Avec la toile, on est comme dans une forme de basse-cour animalière. Et puis, les choses se déroulent, voilà, quoi. C'est dingue, ça emporte, quoi. Ah, si seulement vous saviez qu'aujourd'hui, le plus grand commerce, c'est le commerce des âmes. Et donc, les âmes peuvent être manipulées par les émotions. Bon, on ne va pas faire ça pour le moment. On va continuer ce qu'on était en train de dire parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et c'est ce que j'appelle la connaissance, la sagesse. Et donc, il est important de retrouver sa force intérieure et se libérer de ce genre de choses. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous montrer comment éviter d'importer des malheurs dans votre vie parce que plus de 50% des malheurs qui surviennent dans votre vie sont importés directement ou indirectement parce que vous ne connaissez pas le principe premier des choses. Vous ne savez pas comment les choses marchent. Je vais vous aider à comprendre à travers quelque chose de très simple et je requiers votre attention. Je vais partager avec vous 3 principes. Le premier principe est le suivant. Ne vous mêlez pas de la vie des autres. Il est important de comprendre ce principe. Ne vous mêlez pas. J'aurais aimé dire ne vous mêlez jamais. Mais les gens vont mal le prendre parce que pour eux, ils vivent dans une certaine fixité d'esprit de telle sorte qu'il n'y a plus de malléabilité dans leur processus de réflexion. Donc, j'évite d'utiliser des mots trop rigoristes qui seraient mal interprétés, alors qu'en réalité, eh bien, je voudrais tout simplement leur montrer jusqu'à quel point il est dangereux de se mêler de la vie des autres. Ne vous mêlez pas de la vie des autres. Entre parenthèses, presque jamais de la vie des autres. Se mêler de la vie des autres, ça passe sous plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est quand vous parlez des autres, quand vous médisez sur les autres, quand vous dites des autres ce qui ne vous concerne pas. Il a de grandes oreilles, ce n'est pas vos problèmes. C'est ce que sa divinité a choisi de manifester. Et quand vous vous mêlez de ça, en parlant de lui à son insu, eh bien, vous êtes en train de vous mêler de sa vie. Et si vous vous mêlez de la vie des gens, vous allez importer dans votre vie des malheurs.
important, il faut le savoir. Lorsque vous voyez deux personnes qui se chamaillent, deux personnes qui se querellent, première attitude, ne vous mêlez presque jamais de telles situations. Pour le moment, c'est le premier principe. Attendez de suivre les deux autres qui restent. Donc, évitez autant que faire se peut de vous mêler de la vie des autres. Si vous voulez avoir la paix dans votre propre vie à vous, ne vous mêlez presque jamais de la vie des autres. Prenez ce conseil au sérieux. Il ne s'agit pas de se mêler directement de la vie des gens, c'est-à-dire, vous voyez quelqu'un, ça ne vous concerne pas, vous vous mêlez de sa vie. Ce n'est pas seulement de ça qu'il s'agit. Même sur les réseaux sociaux, lorsque vous parlez des gens à leur insu, vous vous mêlez de leur vie. Il ne faut pas faire ça. Vous ne connaissez pas le danger qu'il y a à vous mêler de la vie des gens. Bon, prenons un principe simple. Il y a quelqu'un qui est, excusez le terme, qui est vilain et qui fait peut-être des trucs sur les réseaux sociaux ou dans votre environnement pour se faire valoir être une belle personne. Et pour vous, vous vous dites, mais cette personne, elle est si vilaine qu'elle ne peut même pas se prévaloir de supposer un seul instant qu'elle est belle. Je dis ça n'importe comment. Je voudrais vous poser une question. Quel est votre problème? Quel est votre problème? Franchement, quel est votre problème? Est-ce que vous savez les entités qui le poussent à faire ça? Est-ce que vous savez les entités derrière qui le poussent à faire ce qu'il est en train de faire? Tant qu'il n'embête pas votre vie et qu'il vit dans sa vie, que cela paraisse illusoire ou réel pour vous, ce n'est pas votre business. Ne vous mêlez pas de ça, ni en pensée, ni en parole, ni en émotion, ni en vibration, ni en acte concret. Ne vous en mêlez pas. Franchement, ne le faites pas. Parce que si vous le faites, ne sachant pas quel est le principe premier de l'acte qu'il est en train de poser en ce moment, si vous vous en mêlez, vous allez vous attirer des malédictions. C'est que souvent, si on pouvait vous montrer un film, une cinématique de ce qui se passe, vous allez voir qu'en réalité, au moment où vous vous en moquez, à travers les réseaux sociaux ou indirectement ou même directement, les entités qui sont derrière cet état de fait quittent l'individu et viennent vers vous. Car vous êtes en train de faire une déclaration qui, selon vous, n'en est pas une, mais c'est une déclaration. C'est une déclaration d'affinité. Retenez bien le mot. C'est une déclaration d'affinité. Parce que, en déclarant cela, en faisant cette diction-là, vous êtes en train d'admettre une affinité avec ce qui se produit. Et naturellement, dans cette déclaration d'affinité, vous allez immanquablement attirer vers vous ce qui pousse l'individu à faire ça. S'il vous plaît, ne parlez pas mal des gens. Arrêtez de vous mêler de la vie des autres. Il a de grandes oreilles, ce n'est pas votre problème. Elle fait des enfants qui meurent, ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas à vous de dire que c'est parce qu'elle est infidèle ou parce qu'elle a fait ci, que vous la connaissez bien, c'est votre copine, vous avez fait les 400 coups ensemble. Ce n'est pas votre problème. Évitez de faire des bêtises spirituelles de ce genre. Autrement, vous allez infecter votre vie. Si votre vie spirituelle est infectée, votre vie physique, tôt ou tard, sera infectée. Et quand des malheurs vont venir à vous parce que ces esprits-là vous posséderont, vous allez dire, qu'est-ce que vous avez fait à Dieu? Mais vous avez oublié ce que vous aviez dit parce que vous pensez que les choses sont sans conséquence. Donc, premier principe, ne vous mêlez presque jamais de la vie des autres. Vous avez compris? Deuxième principe, et c'est ça qui va vous dérouter complètement. Mêlez-vous de la vie des autres. Je n'ai pas pu me contenir, quoi.
vrai que, excusez, permettez-moi de rire quand même, parce que c'est comme si on disait une chose et qu'on disait en même temps son contraire. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Oui, je vous comprends. Parce que dans votre système occidental de pensée, vous avez toujours vu de la contradiction dans les choses. Et que je vous dise, ne vous mêlez presque jamais de la vie des gens ou ne vous mêlez pas de la vie des gens. Et en même temps, on vous dit dans le deuxième principe, mêlez-vous de la vie des autres. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que Godson lui arrive d'être malade dans la tête. Bon, ce n'est pas grave. Anyway, on va comprendre de quoi il est question. Alors, mêlez-vous de la vie des autres. Vous savez, vivant dans une communauté, vous ne pouvez pratiquement jamais éviter cela. Imaginez par exemple, c'est là qu'il faut avoir du discernement. Imaginez par exemple qu'une personne se promène nue ou presque nue dans le quartier. Cette personne aurait pu faire cela chez elle dans sa maison, dans sa chambre. Ou cette personne aurait pu s'acheter une île sur laquelle elle serait toute seule et le faire. Mais si cette personne le fait dans l'environnement dans lequel vous êtes, alors que vous savez, d'une manière ou d'une autre, on s'influence les uns les autres, eh bien, vous avez la responsabilité morale de vous mêler de la situation. Vous comprenez bien ce que je veux dire déjà. C'est la raison pour laquelle j'évitais de dire jamais. Parce que si je dis jamais, les gens ne comprendraient pas que je dise ensuite, mêlez-vous de la vie des gens. Mêlez-vous de la vie des gens, je veux le dire simplement avec discernement. Parce que tant que cela concerne une relation avec l'environnement dans lequel vous êtes, que cela concerne la communauté, vous avez la responsabilité morale d'intervenir. Mais le vrai problème, c'est que même là, quelles que soient les bonnes raisons par lesquelles vous voulez intervenir, si vous ne suivez pas la loi animiste qui vous dit comment le faire, vous allez néanmoins importer des malheurs chez vous, même si vous avez eu toutes les raisons de bien le faire. Il faut bien me comprendre. Un exemple. Deux personnes se disputent et vous vous rendez compte que la situation pourrait tourner au malheur. Le premier principe dit, ne vous mêlez presque jamais de la vie des gens. Vous l'avez compris et vous savez peut-être comment ne pas le faire. Maintenant que je vous l'ai expliqué. Mais le deuxième principe dit, mêlez-vous de la vie des gens. Ça veut dire que dans ce deuxième principe, qui ne contredit pas le premier, vous allez, avec discernement, regarder qu'il y a une situation qui risque d'impacter l'environnement et que de façon responsable, eh bien, vous devez intervenir. C'est comme dire que la maison du voisin prend feu et responsablement, vous devez intervenir. Maintenant, je vous dis, dans les deux cas, quel est le premier cas? C'est que quand vous mêlez de la vie des gens, vous attirez des malheurs sur vous. Dans le deuxième cas, quand vous mêlez également de la vie des gens, même avec du discernement, eh bien, vous attirez toujours les malheurs sur vous. Oui, je sais que ça peut paraître dingue, mais je vais vous aider, car c'est le troisième principe qui résout la formule. Dans le premier cas, comme dans le deuxième cas, quelles que soient les intentions qui vous ont motivé à le faire, puisque chacun peut juger de la bonne intention qu'il a, hein, puisque vous pouvez dire c'est une bonne intention qui me motive à le faire, quelle que soit la bonne intention qui vous motive à le faire, je vous assure, cela peut toujours attirer de façon spirituelle des malheurs dans votre vie. Et donc là, vous vous croyez être dans l'impasse. Non, vous n'êtes pas dans l'impasse. C'est là que vous allez réaliser la magie de l'animisme, la magie de la spiritualité ancestrale basée sur la connaissance des principes premiers des choses, sur ce qu'on appelle l'art de vivre avec la nature, l'art de vivre l'authenticité et l'originalité de la nature. Parce que je vais vous donner un exemple. Ce n'est pas parce que vous êtes bon de cœur que votre voiture ne va pas tomber en panne. On est d'accord. Ce n'est pas parce que vous êtes bon de cœur que vous n'allez pas mettre de l'essence dans votre voiture. Parce que même si vous avez une bonne intention, il vous faudra forcément mettre de l'essence dans votre voiture. La bonne intention ne va pas laver votre voiture.
vous devez laver votre voiture. Suivez bien ce que je suis en train de dire. Je voudrais donc vous aider à comprendre que le fait d'avoir une bonne intention et ne pas laver sa voiture, eh bien, une chose est sûre, une voiture qui n'est pas lavée, une chemise qui n'est pas lavée, malgré la bonne intention de ne pas le faire, vous apportera forcément des maladies. Tout comme la bonne intention de faire une chose ne veut pas forcément dire que vous n'allez pas attirer les malheurs sur vous. Il faut que vous arrêtiez de croire que votre bonne intention suffit pour éviter le retour des malheurs sur vous. C'est ce que je veux vous faire comprendre. Votre bonne intention seule ne suffit pas. Ce n'est pas parce que j'ai une bonne intention et que je ne mets pas de l'essence dans ma voiture que ma voiture, disons, ne va pas refuser d'avancer. Ou bien, si je ne mets pas de l'huile à moteur dans mon moteur, eh bien, c'est normal qu'à un moment donné, j'ai un problème. Même si je suis de bonne intention. Il faut que vous compreniez que l'intention ne suffit pas. La nature ne s'arrête pas sur les intentions. Il faut dépasser la pensée. Il faut dépasser l'intention. La nature aime les actes concrets parce que seuls les actes concrets gravent la vérité dans la nature. Car la nature a unifié en elle-même le principe, la loi et le fait. Et donc, la nature agit dans les trois réalités en même temps. Quand la nature agit, elle agit aussi bien dans l'intention, dans sa loi, que dans son fait. C'est d'une unité incompréhensible pour vous, mais réelle pour nous. Donc, il ne faut pas dire, oui, j'avais une bonne intention. Mon œil, oui, ton intention ne suffit pas. Tu dois avoir la connaissance de la technologie de la nature. Autrement, même ta bonne intention peut te foutre dans de la merde. Il faut que cela soit clair pour vous. Même la bonne intention peut te foutre dans de la merde. C'est des principes que je connaissais depuis, que mon maître Ouaga m'avait déjà enseigné et que j'avais toujours mis en application. C'est vrai, pas de façon parfaite, mais les quelques fois où je n'ai pas mis ces principes en application, cela a attiré de véritables problèmes dans ma vie. Et récemment, encore, j'en ai fait l'expérience sans respecter le principe premier qui me dit ou qui dicte, qui fait la bonne diction, je vais dire comme ça. Je n'ai pas respecté ce principe premier, ben, j'ai eu le contre-coup karmique automatiquement. Et ce n'est pas parce que je suis Godson, non. Et ce n'est pas parce que j'avais une bonne intention. Je vous raconterai une histoire et vous allez bien comprendre. Ça n'a pas empêché la loi de la nature de se retourner contre moi, malgré ma bonne intention. Je pèse les mots. Il faut vraiment faire attention. Et donc, deuxième principe, mêlez-vous toujours de la vie des autres de façon responsable et avec discernement. Vous avez compris ce que je veux dire? Parce que les gens ne vivant pas en autarcie, leur comportement, leurs actes peuvent vous impacter. Et si vous le faites même avec sagesse et avec bonne intention, mais si vous ne connaissez pas le principe premier qui vous montre comment le faire dans la bonne diction, vous allez attirer la malédiction sur vous. Je disais tantôt que c'est un exemple que je vais donner qui vous permettra de bien comprendre ce que je suis en train de dire. Et donc, voilà le deuxième principe. Le troisième principe, qui est très important, il dit, dans tous les cas, que tu te mêles de la vie d'une personne ou que tu ne te mêles pas de la vie d'une personne, lorsque tu agis, utilise le principe premier qui permet de le faire. Il est important de comprendre ça. Et je vais vous expliquer à travers des exemples que vous connaissez déjà. Parce que j'ai été enseignant, j'ai enseigné de la maternelle jusqu'au collège. C'est la raison pour laquelle, quand j'enseignais aux enfants à l'école primaire, je me souciais énormément de la compréhension des enfants. Et je regardais toujours dans les yeux des enfants pour voir si les enfants comprenaient ce que je disais. Et je descendais encore et encore. C'est pourquoi vous allez remarquer que je fais tout pour que vous compreniez. Parce que j'ai appris à parler aux enfants.
Depuis la maternelle. J'ai gardé la maternelle, hein, je vous assure, j'ai gardé la maternelle. Les enfants faisaient caca, j'essuyais, je lavais tout ça. On a fait tout ça. J'ai été enseignant. Et j'ai appris l'abécédaire, j'ai appris aux enfants à parler, j'ai fait ça. J'ai fait la maternelle, CP1, CP2, j'ai formé toutes ces classes-là. Et c'est là que j'ai compris que si vous ne savez pas parler, vous n'allez pas permettre la compréhension. C'est pourquoi je parle comme ça. Toutes ces choses m'ont apporté énormément. Et j'ai fait des formations pour ça. Bon, c'était une parenthèse. Revenons à ce que je suis en train de vous dire pour clarifier les choses. Je vais vous donner des exemples. Premier exemple, vous regardez souvent les films Igbo, n'est-ce pas, les films nigérians, on va le dire comme ça, de façon générale. Dans certains films nigérians, vous allez voir que lorsque les gens parlent dans le film, je prends ça comme ça, hein, les gens parlent, on peut dire par exemple dans le film que c'est en anglais, hein, vous pouvez suivre ou en Yoruba pour ceux qui comprennent ces langues-là, et quelqu'un dit dans le film que telle personne, il y a un malheur qui est arrivé sur cette personne. Il y a un geste que les gens font souvent dans le film. Ce geste est le suivant. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? Les Nigérians font souvent ce geste-là, que ce malheur s'éloigne de moi. D'accord? Aujourd'hui, lorsque vous voyez des Africains de l'Afrique de l'Ouest qui ont regardé suffisamment ces films-là, aujourd'hui, beaucoup de gens font ça, qui disent, hey, que le malheur, vous voyez, ils font ça. Posez-leur la question. Quelle est l'origine de ça? Personne ne peut vous le dire. C'est ça le problème que nous avons. Tout le monde fait quelque chose parce que tout le monde voit, tout le monde le fait, mais personne ne se demande pourquoi on le fait. Quel est le principe premier de cet acte? Comment on peut se développer comme ça? On ne peut pas se développer. Parce que si vous n'associez même pas la compréhension de la chose à la chose que vous faites, c'est encore de l'ignorance. Vous avez vu ça souvent, non? On dit, aïe, que ce malheur s'éloigne de moi. Et les gens font ça. Vous voyez, je vais vous expliquer. On ira doucement. Ma grand-mère, initiée, elle me racontait beaucoup d'histoires initiatiques. J'ai mis du temps à comprendre ces histoires, surtout quand j'ai connu mon maître Ouaga. C'est en ce moment-là que j'ai vraiment compris ce que me disait ma grand-mère dans ces histoires. Parce que le maître Ouaga aussi, traditionnaliste, il me disait certaines choses, me racontait certaines légendes qui contenaient des secrets. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ce que ma grand-mère me disait. Et je crois que toutes les grand-mères qu'on appelle au Togo généralement les Nagans, les Dagans et tout ça, on dit au moins une fois à leurs enfants ce que je m'apprête à vous dire. C'est vrai que ceux qui ont grandi en Europe, ceux qui vivent en Europe ou qui sont afro-descendants, qui n'ont pas vécu dans leur milieu africain, peut-être ne sont pas habitués à ce genre de choses. Ma grand-mère me disait toujours ceci. Si tu vois deux coqs en train de se battre, ne les sépare jamais. Ne te mêle jamais de ça. Ma grand-mère me disait ça. Elle n'arrêtait pas de dire ça tout le temps. Mais elle continuait encore. Je vais vous dire, c'est là que vous allez comprendre les trois principes dont je suis en train de parler. Elle dit, si tu vois deux coqs, les animaux, hein, ce n'est pas symbolique, les coqs vrais. Et je crois que les Africains qui m'écoutent dans tous les pays d'Afrique, vous avez entendu ça au moins une fois. On vous dira que si vous voyez deux coqs en train de se battre, il ne faut pas les séparer. Des fois, on vous dit de rester éloigné et de lancer un caillou, ou bien pour les séparer. On refusait toujours aux enfants de séparer les coqs qui se battaient. Les enfants qui s'entêtaient et qui séparaient deux coqs qui se battaient, le lendemain, quand ces enfants se réveillaient, ils avaient immanquablement des maux de tête. C'est incroyable. C'est-à-dire que ce n'est pas de la superstition, c'est vrai. Vous séparez deux coqs qui se battent. Vous les séparez en vous mêlant de leur affaire. Le lendemain, vous allez avoir des maux de tête. Vrai de vrai. Vous allez avoir des maux de tête dans les jours prochains. Ma grand-mère me disait cela. Ce n'est pas que j'ai obéi, en fait. Vous savez, les enfants n'obéissent jamais.
j'ai séparé des coques. J'ai eu des maux de tête et j'ai compris. J'ai fait des recherches après pour savoir pourquoi ou comment se faisait ce transfert d'énergie vers ma personne. Et c'est ce que je partage avec vous. Et j'ai compris également quand ma grand-mère me disait, Nagan me disait, Ronsou Elisabeth me disait, ma feu grand-mère, ne te mêle jamais de deux coqs qui se battent. Et en transposant cela, il ne s'agit pas seulement de deux coqs, exactement un couple. Vous voyez, deux personnes qui se chamaillent, deux personnes qui se disputent. Vous voyez, ce sont des choses qu'on voit dans la rue. Et on intervient tout de suite. Vous allez comprendre les trois principes. Ma grand-mère me dit, évite autant que faire se peut de te mêler de ça. Et donc, depuis que j'ai fait l'expérience avec les coqs, et j'ai eu vraiment des maux de tête, j'ai compris que en me mêlant d'un combat entre deux coqs, même si c'était de bonne intention, eh bien, il y avait un transfert d'énergie conflictuelle qui venait se peser sur ma tête même. Je dis vrai. OK. Et ma grand-mère me disait toujours, mais mon fils, ce qui arrive à l'autre te concerne aussi. Et tu ne peux pas toujours rester à l'écart. Tu dois te mêler de la situation. C'est vrai que je ne comprenais pas toujours ce qu'elle disait, mais elle me le disait. Tu dois te mêler de ça. Et elle-même ne restait jamais indifférente à des injustices. Et elle me disait également, ah, si tu t'en mêles, ce qui est sûr, tu ne peux pas aider quelqu'un à transporter de la farine sur sa tête et refuser d'être sali par la farine. C'est beau tout ça. Parce que quand tu portes le poids de la personne, mais tu portes une partie du poids. Et donc, je ne comprenais pas toujours. Mais je savais que, franchement, vivant en communauté, surtout nous qui avons grandi dans une maison familiale où le grand-père avait plusieurs femmes et on était plusieurs familles et on avait beaucoup de cousins, beaucoup de parenté et pourtant on vivait en famille, c'était vraiment un défi. Et donc, après, elle me dit, je vais t'apprendre un secret. Que tu te mettes de la vie des gens selon toi-même ou que tu le fais avec discernement parce que tu veux être responsable, tu dois savoir comment le faire. Parce que les choses ont leurs principes. Il ne faut pas outrepasser leurs principes. Et là, j'étais très intéressé. J'ai dit, Nagan, qu'est-ce que je vais faire? Parce que vous savez, nous, on aime faire, donc on veut connaître les secrets des choses. C'est là que j'ai eu l'aptitude à connaître les secrets, les principes premiers. Je veux toujours voir ce que Dieu porte sous sa robe. Et si c'est un slip, je veux voir ce qu'il y a dans son slip. Je suis comme ça. Je suis une personne qui veut rentrer dans l'obscurité et qui y rentre d'ailleurs. Et c'est là que ma grand-mère m'a appris l'origine de ce geste. Elle ne m'a pas dit comme ça. Ça, c'est ce que font les Nigériens. Elle m'a dit, si tu veux séparer deux coqs qui se battent, mets la main gauche sur ta tête et va les séparer. Waouh! Vous voyez, les choses ont leur principe. Même une dispute entre deux coqs a un principe premier. C'est incroyable. Un conflit a un principe premier. Vous imaginez ça? Vous ne voyez pas le conflit entre Seth et Horus et on vous dit que ce conflit a un principe premier. C'est incroyable. Donc, quand vous avez un couple, deux personnes qui se disputent, on vous dit, ne vous en mêlez pas. En même temps, on vous dit, il faut vous en mêler avec discernement. Et on vous dit, dans les deux cas, vous devez avoir une connaissance initiatique pour le faire. Sinon, vous allez ramasser des énergies négatives. Et ma grand-mère me disait, si tu veux le faire, mets la main gauche sur ta tête et va ensuite les séparer. Il y a une autre pratique qu'on apprenait également aux enfants. Pour les gens qui ont grandi en Afrique, on leur dit, prends un caillou, crache sur le caillou et lance le caillou entre les deux animaux. Tu évites de ramasser leur conflit sur ta tête. Sinon, leur conflit va se transposer sur votre tête. Vous commencez à comprendre, je crois.
Dans certaines traditions, si tu as un arbre à côté de toi, suivez-moi bien, hein, si tu as un arbre à côté de toi, eh bien, pose ta main sur l'arbre et prends ta seconde main et lance le caillou. Ou, si tu n'as pas un arbre, s'il te plaît, mets la main au sol et sépare-les. Il y a une science là-dedans. Il y a plusieurs techniques. Je vous assure, il y a plusieurs techniques. Si tu as un arbre à côté de toi et que tu peux prendre une feuille de cet arbre, prends la feuille, pose la feuille sur ta tête et va séparer les gens. C'est vrai, vous n'avez jamais eu de telles choses, n'est-ce pas? Et voilà. Comment alors vous mêlez des choses qui ne vous regardent pas, même si c'est de bonne intention? Les couples se bagarrent à côté et vous trouvez que c'est normal. Et c'est normal, il faut le faire. Vous intervenez et vous vous dites, c'est de bonne intention et que l'intention seule suffit. La nature ne connaît pas seulement l'intention parce que la nature agit. La nature agit. La nature n'est pas dans l'intention. La nature est dans l'acte. En dehors de ton intention, tu as fait quoi? Si tu n'as pas posé un acte symbolique, eh bien, même si c'est de bonne intention, tu attires le malheur sur toi. Beaucoup de personnes qui ont voulu se mêler de la vie d'autres couples, même avec leur bonne intention, ont vu leur couple s'effriter par la suite. C'est comme ça se passe. Donc, si prochainement, vous voulez parler de quelqu'un, même sur les réseaux sociaux, avant de commencer à mal parler de la personne, mettez votre main gauche sur la tête. Et quand vous avez fini de mal parler, enlevez votre main. Vous voyez donc que celui qui connaît peut utiliser des lois supérieures pour gouverner les lois inférieures. C'est ça le pouvoir de la connaissance. Donc, en tant qu'homme de connaissance, je peux mal parler de quelqu'un. Il me suffit simplement de... Et pourtant, je ne le ferai pas. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que, justement, je me mêle de la vie de la personne. Mais si je connais une loi supérieure, je peux m'autoriser à le faire. Mais si je vous enseigne ces connaissances, ce n'est pas pour médire des gens, mais c'est pour vous permettre tout simplement, lorsque vous devez intervenir dans des conflits, vraiment intervenir et que vous n'avez pas le choix, eh bien, faites-le en appliquant le principe premier qui gère les conflits et en évitant un retour de karma sur votre tête, car ça viendra de la tête. Maintenant, je vais vous conter ce qui m'est arrivé il y a quelques semaines et vous allez comprendre que pour avoir manqué d'avoir appliqué ce principe alors que j'avais une bonne intention, eh bien, le karma m'a rattrapé quand même. Très honnêtement. En fait, pour dire la vérité, j'avais oublié de le faire parce que j'étais dans une situation d'urgence. Et vous voyez, même dans une situation d'urgence, parce que j'ai oublié de le faire, la nature ne m'a pas raté, elle m'a rattrapé. Et surtout pour nous, les hommes spirituels, quand on agit mal, même de façon infinitésimale, ça se retourne rapidement contre nous. C'est pourquoi on évite de le faire, justement. Non pas parce qu'on a peur, non, parce que justement, on a la connaissance de bien faire les choses. La dernière fois, j'étais dans un feu tricolore et je devais tourner, virer à gauche. Quand le feu s'est allumé rouge, je me suis arrêté. Mais pour passer à gauche, il y a d'autres voitures qui venaient en face. Il faut que ces voitures passent d'abord. Donc, il y avait un monsieur devant moi qui avait déjà passé le feu rouge. Enfin, il n'a pas brûlé le feu. Il faut être honnête. Le feu était vert quand il est passé de l'autre côté. Donc, moi, je m'étais arrêté parce que le feu rouge m'a rattrapé. Et donc, je m'étais arrêté dans le feu. Mais lui, honnêtement, il avait passé la ligne du feu rouge avant. Mais comme les voitures de l'autre côté passaient et qu'il y a des policiers de l'autre côté qui surveillaient, mais que lui, il était derrière une autre voiture, donc certainement les policiers ne l'avaient pas vu, lorsque les voitures ont fini de passer et que lui, il a pris la voie, les policiers l'ont arrêté. Et donc, comme les policiers l'ont arrêté, j'ai vu qu'ils l'ont arrêté de loin. Je me suis dit, oh, pourquoi ils l'ont arrêté? Donc, quand je réfléchissais, mon feu est devenu vert.
Et donc, moi, j'ai clignoté et je m'apprêtais à passer sur la même route de gauche. Et donc, les voitures qui venaient en face ont démarré et j'ai dû attendre. Donc, quand j'ai trouvé une opportunité, j'ai continué. Et en continuant, il y avait d'autres voitures derrière moi, naturellement. J'ai ralenti et donc je ne pouvais pas laisser le volant. J'avais le volant avec ma main droite. J'ai baissé la vitre du côté non-chauffeur, du côté opposé, du côté à côté du chauffeur. Et j'ai dit au policier, puisque le policier avait arrêté l'individu, ils étaient au bord de la voie, j'ai juste crié au policier, « Monsieur l'agent, il n'a pas brûlé le feu rouge. Je suis témoin, il n'a pas brûlé le feu rouge. » Et donc, le policier, lui, il me dit, « Non, le monsieur a reconnu, toi, tu dis quoi? » Pendant ce temps, il y avait d'autres voitures derrière moi qui faisaient déjà pim, 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 parce que moi, j'ai dû ralentir et ils ne comprenaient pas pourquoi, alors que le devant était vide. Donc, ils m'obligeaient à avancer. Donc, je ne pouvais pas m'arrêter. Et donc, j'ai continué. Vous voyez, intentionnellement, j'ai bien agi. J'ai vu le monsieur, il n'a pas brûlé le feu. J'arrive à leur niveau. Je baisse au moment où je baissais la vitre. Je tenais le volant. J'ai dit, il n'a pas brûlé le feu. Je suis témoin. J'ai voulu juste appuyer et je suis parti. Est-ce que vous savez qu'un autre jour, j'ai vécu la même situation moi-même? En fait, j'étais derrière, toujours au même endroit, exactement, précis pour précis. Il y avait une voiture, une grande voiture 4x4 qui s'est retrouvée voulant tourner, faire un demi-tour, pas passer à gauche directement, mais un demi-tour. Et moi, j'étais derrière la voiture 4x4. Et je me suis dit, waouh, comment la voiture là m'a bloqué? Parce que si je reste derrière la voiture qui veut faire un demi-tour, le feu rouge pourrait me rattraper. Et donc, j'ai clignoté légèrement, j'ai clignoté à droite. Je suis passé un peu à côté pour me mettre de ce côté. Donc, j'ai passé le feu quand le feu était encore au vert. Mais la 4x4 qui devait faire le demi-tour complet, eh bien, la 4x4 m'a caché. Ce qui fait que les policiers de l'autre côté ne pouvaient pas voir que j'étais derrière la 4x4, mais que je n'étais pas dans le feu. Mais entre-temps, le feu était déjà passé au rouge, alors que moi, j'étais déjà de l'autre côté, bien qu'avant que le feu ne passe au rouge. Donc, je n'ai pas brûlé le feu. Donc, quand la voiture 4x4 a pu tourner complètement, parce que les voitures d'en face avaient cessé, moi, j'ai engagé et les policiers m'ont arrêté. Est-ce que vous savez que j'ai tenté de leur expliquer que je n'ai pas brûlé le feu, mais ils ne me croyaient pas. C'est vrai qu'ils me connaissaient en tant que Elmancio Godson. Et je leur ai dit, écoutez-moi, monsieur l'agent, punissez-moi, mais je n'ai pas brûlé le feu. Et je n'accepterai jamais quelque chose que je n'ai pas fait. Je n'ai pas brûlé le feu. La 4x4 était là. J'étais de l'autre côté de la 4x4. Donc, j'avais déjà passé le feu quand il était ouvert. La 4x4 me cachait. Et le temps que la 4x4 fasse son tour complet et que moi, je débarque ensuite, c'est là que vous m'avez vu. Mais je n'ai pas brûlé le feu. Et donc, je suis resté sur la vérité. Et ils ont dit, oui, monsieur Godson, on vous connaît et tout ça. J'ai dit, oui, je ne peux pas mentir que j'ai brûlé le feu. J'ai brûlé le feu, je vous dis, j'ai brûlé le feu. Et on peut analyser ensemble, mais là, je n'ai pas brûlé le feu. Je ne suis pas parfait, hein, il faut le dire. Mais honnêtement, le jour-là, j'ai dit non, que je n'avouerai pas quelque chose que je n'ai pas fait. Et j'ai dit, punissez-moi, mais je n'ai pas brûlé le feu. Finalement, le policier, l'agent, m'a remis mes pièces parce qu'il avait commencé à comprendre effectivement qu'il y avait une voiture et que certainement, j'étais de l'autre côté ou pas. Quand j'ai pris ma voiture et j'ai pris mes pièces et j'ai continué, j'ai commencé à rire parce que d'un seul coup, cet événement précédent était revenu dans ma tête, où je me suis rendu compte que j'avais lancé une parole à ces mêmes agents en disant à ces agents, monsieur l'agent, il n'a pas brûlé le feu. Et pourtant, j'étais de bonne intention. Je voulais aider quelqu'un en affirmant la vérité. Et pourtant, j'ai été rattrapé après par ce karma-là. Est-ce que vous comprenez ça? Il fallut qu'en ce moment-là, que je me rappelle justement de ce que ma grand-mère m'avait appris.
c'était difficile dans ce contexte parce qu'il fallait que je lâche complètement le volant et que je mette une main sur la tête avant de prononcer la parole à leur endroit. Ce que j'avais manqué de faire. Donc, avec la bonne intention, mais en oubliant la technique pratique, je me suis attiré quelque chose qui concernait une autre personne. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? La bonne intention ne suffit pas. Vous devez connaître le principe des choses et les mettre en application. Sinon, si vous mêlez de la vie des gens n'importe comment, sans mettre en application le principe de protection de votre personne, demain, et certainement vous l'avez remarqué, les malheurs des autres arrivent sur vous. Il y a beaucoup de personnes qui me disent ça. Ces gens me disent, Monsieur Godson, moi j'aide beaucoup les gens. Quand je vois le malheur arriver aux gens, j'interviens tout de suite. Je fais ceci tout de suite. Mais franchement, moi quand ça m'arrive, personne ne m'aide. Et souvent, c'est toujours les mauvaises choses qui m'arrivent. Maintenant, vous savez pourquoi. Vous avez une bonne intention. Vous agissez bien. Mais vous avez une malédiction des choses. J'espère que vous avez compris. Nous avons été longs, mais j'espère que ça vous a permis de comprendre comment les choses fonctionnent. Je vous remercie une fois encore d'avoir participé à Rafeza Togo. Je remercie d'avance toutes les personnes qui participeront à Rafeza Bénin. Je vous remercie de nous faire confiance et surtout de revenir à la spiritualité ancestrale, à la connaissance du principe premier des choses. Et vous verrez que vous pouvez intervenir et aider les gens, mais en le faisant, vous devez appliquer la loi qui vous protège. Même quand vous donnez de l'argent à un mendiant et que vous le faites bien avec une intention positive, mais que vous ignorez un principe fondamental, et on en parlera, eh bien, vous risquez d'attirer le malheur sur vous. Faites très attention parce que les esprits qui possèdent les autres ne veulent pas que les autres soient libérés. Et si vous ne prenez pas vos dispositions, eh bien, vous allez en assumer les conséquences. Je vous remercie et je vous retrouve dans une autre capsule. Paix et bénédiction à vous.